Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui polarise toujours, les limitations de vitesse. La Convention citoyenne pour le climat avait proposé une réduction de la vitesse maximale sur autoroute à 110 km/h, afin de réduire la pollution et la consommation énergétique. Mais de nombreuses voix s'élèvent contre cette mesure. Aussi impopulaire qu'elle soit, je vais explorer les conséquences possibles d'une telle décision de point de vue de plusieurs sources, afin de vous permettre de vous faire votre propre opinion. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, donc ne partez pas avant. Comme toujours, si la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est bien en raison de décisions passées en réaction à des problématiques données. Voyons donc rapidement l'histoire de nos limitations de vitesse. La première mesure visant à réduire la vitesse de déplacement des véhicules est antérieure à l'automobile même et ne donne aucun chiffre. C'est en effet en 1896 qu'une ordonnance de la préfecture de police de Paris précise que les conducteurs d'attelage doivent garder une vitesse garantissant leur maîtrise du véhicule. En effet, à cette époque, indiquer un seuil chiffré aurait été doublement inutile. Premièrement, on ne disposait pas de moyens instantanés de mesure de la vitesse et les cochers et autres conducteurs n'étaient pas tous instruits. Une grande part d'entre eux n'auraient pas compris ce chiffre, même si on avait pu le mesurer. Pourtant, l'essence même de cette ordonnance est toujours l'un des piliers de notre code de la route actuel, qui dit que tout conducteur doit garder le contrôle de son véhicule. Ce code de la route d'ailleurs apparaît en 1921 et ne donne toujours pas de vitesse maximale à ce moment-là, même si des mesures locales en fixent. Il se borne à recopier l'ordonnance parisienne et la généralise à toutes les agglomérations. Et tout ceci reste ainsi jusqu'en 1962. La première limitation de vitesse entre en vigueur en ville en raison de la grande disparité des usagers de la route. Pour protéger la sécurité des piétons, cyclistes et autres rares charretiers, la barre est mise à 60 km/h. Bien entendu, il n'y a pas encore de radar. Ils existent déjà à l'état expérimental, mais ne font leur apparition opérationnelle que dans les années 70, avec le fameux barbecue, le Mesta 206. Jusque-là, la vitesse est estimée au jugé. Pas très précis, ni très objectif. Faute de moyens de contrôle et de réelle motivation, l'application de cette première limitation de vitesse reste assez laxiste. Les routes et autoroutes sont toujours exemptes de limitation de vitesse. La puissance et le nombre des voitures augmentent, tout comme le nombre de kilomètres d'autoroutes et de réseaux routiers secondaires de bonne qualité. Pourtant, cette situation ne pouvait perdurer. En 1972, ce sont en effet plus de 18 000 personnes qui perdent la vie sur les routes. Le gouvernement doit agir. Alors qu'auparavant, les tables rondes et expérimentations étaient aussi utiles qu'une table ronde sur le climat, le gouvernement Messmer décide de frapper un grand coup. Le 28 juin 1973, le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin limite la vitesse à 100 km/h hors agglomération, avec des dérogations ministérielles ou régionales à 110 et 120 km/h. Il ne faut pourtant pas oublier que 1973 est également l'année du premier choc pétrolier, et les experts savent bien que limiter les vitesses réduira la consommation des voitures, et donc la dépendance de la France aux importations de pétrole. Le 3 décembre 1973, le décret est promulgué avec une limitation à 90 km/h sur route et 120 sur autoroute. Les résultats sont spectaculaires et la baisse du nombre de morts est significative. Pourtant, les associations de conducteurs et collectifs d'automobilistes poussent à remonter la limite sur autoroute. 1974 verra la limitation réévaluée tout d'abord à 140 km/h avant d'être ramenée à 130, niveau où elle est toujours aujourd'hui, sauf exception. Enfin, exception, il faut le dire vite. Si notre réseau autoroutier est majoritairement à 130 km/h, d'énormes portions sont déjà à 110. D'une manière générale pourtant, une grande partie des portions à 130 est dans des portions à péage, donc payantes, et ce, hors zone urbaine. Après tout, ceci est plutôt logique en raison d'une fréquentation moindre des zones à péage, eh bien parce que c'est payant, tout simplement. J'ai moi-même pratiqué l'évitement des autoroutes pendant de nombreuses années pour économiser cet impôt déguisé. Voyons maintenant les arguments pour et contre de cette mesure. Tout d'abord les pour. La réduction de la consommation de carburant est évaluée à 6% pour une voiture thermique. On trouve des chiffres de 10 à 20% pour les voitures électriques.
Deuxièmement, une baisse des gaz à effet de serre de 20% et 10% de particules fines. Ceci est logique, mais cela demanderait une étude plus fine et surtout des expérimentations sur le terrain pour valider ces chiffres. Les derniers arguments en faveur de la baisse de limitation de vitesse est la sécurité, mais il est compliqué de le mettre dans les avantages sans tenir compte des contre-arguments tout à fait étayés. Je vais donc parler d'arguments normands, ni oui, ni non. Au passage, je fais un grand coucou à mes amis normands que je vais aller voir courant septembre pour de nouveaux tournages et de nouvelles émissions. Si vous ne voulez pas rater ces prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre les notifications. Bref, voyons ces arguments antagonistes. La réduction de vitesse permet un temps de réaction plus rapide et un arrêt du véhicule sur une distance plus courte. Cela réduit également le différentiel de vitesse avec les poids lourds et les bus, qui est un facteur accidentogène, mais aussi un facteur de sécurité dans la rapidité du dépassement. En revanche, une baisse de la vitesse va forcément augmenter les temps de trajet et donc la fatigue des conducteurs. La vigilance peut également être affectée par une vitesse moindre et un sentiment de confort ou de sécurité parfois illusoire. Enfin, une vitesse moindre en situation de stress ou de retard peut entraîner des comportements dangereux qui seraient plus rares avec une limite plus élevée. L'autre dégât collatéral que peut entraîner cette mesure est la désaffection des autoroutes, en raison des péages. Bien que plus sûr selon les statistiques que les routes secondaires, la tentation de ne plus payer en échange de quelques minutes devient plus importante. Dans d'autres pays, on n'a pas ce problème-là, puisque les autoroutes sont soit gratuites, soit payées directement avec une vignette annuelle. Voyons maintenant les arguments franchement contre. Premièrement, réduire la vitesse sur un tronçon donné entraîne une densification du trafic. Le tronçon ne peut plus traiter autant de véhicules dans un temps donné, et lors des affluences plus importantes que de coutume, entraîne des bouchons et autres réductions de l'espacement entre les véhicules, au point d'être sous la distance de sécurité. Le second point est bien entendu la perte de temps liée au trajet. À vitesse constante, on perd 8 minutes sur 100 km à 110 par rapport à 130. Cela semble peu significatif sur un trajet quotidien qui dépasse rarement quelques dizaines de kilomètres sur autoroute. Cela peut être toutefois une grande perte de temps pour un commercial par exemple. Voilà, on a traité de nombreux points pour et contre cette mesure. Maintenant, il est temps de se pencher sur un cas concret et valider ou infirmer ces arguments. Pour ce faire, je vais prendre un trajet que j'ai fait pendant 15 ans entre Marmoutier et Brumath. Il y a un peu de route et de l'autoroute. Toutes ces mesures vont être faites sur 3 trajets. Le premier par l'autoroute en respectant la limite de 130 km/h, le second en appliquant une limite de 110 au maximum, et enfin un trajet route pour éviter la portion à péage. Je pourrais donc comparer mes temps de trajet, mais aussi le confort et le sentiment de sécurité que me procurent ces trajets. Grâce aux affichages de la voiture, je vais pouvoir mesurer les consommations et les contrôler avec Scan My Tesla. Je pourrais donc faire un bilan financier et temporel des différentes options et me ferai une idée du réel impact de cette mesure. Allez, c'est parti pour les tests. Le premier trajet sur autoroute à 130 km/h a duré 68,5 km. La durée du trajet à 130 était de 44 minutes et j'ai consommé 13,7 kWh. Cette consommation, je l'ai recontrôlée avec Scan My Tesla qui me donne 13,9 kWh. Donc au final, on a notre point de départ. Voyons ce que nous fait perdre l'autoroute à 110. La distance reste bien entendu la même avec 68,5 km et une durée de 47 minutes. Pour ce qui est de la consommation, on est à 12 kWh et contrôlé avec Scan My Tesla à 12,1. On a en gros économisé 1,7 kWh. On a donc un gain financier de 40 centimes par jour puisque c'est considéré aller-retour et un gain par mois, donc avec 20 jours travaillés par mois, de 8 euros. Finalement, la perte de temps est pas si terrible que ça et les gains financiers sont pas ouf de toute façon. Alors bien entendu, sur une voiture thermique, on ne serait pas du tout au même calcul. Reste le trajet sur route. Et là, on a diminué notre kilométrage, puisqu'on a 59,1 km, ce qui fait quand même un peu moins. Mais alors, la durée a par contre explosé, ce qui fait qu'on a une perte de 23 minutes par rapport à l'autoroute à 110. C'est juste énorme. La consommation a certes baissé à 9,6 kWh, qu'on a contrôlé avec Scan My Tesla à 9,9 kWh, donc on a économisé 2,3, 2,4 kWh, ce qui est quand même important, mais c'est pas le plus grand gain qu'on a fait, puisque le péage est à 2,30 €, et 2,30 €
aller et retour, ça fait 4,60 €. Cela veut dire qu'entre le péage et l'énergie, on a économisé quasiment 5 € par jour. 5 € par jour, c'est 100 € par mois. Ça commence vraiment à causer. Voilà, notre tableau est complet et sans surprise. Plus le trajet est long, moins il coûte cher financièrement. On remarque pourtant que l'impact de la vitesse limitée à 110 est bien moindre que le fait de ne pas prendre l'autoroute. Bien, ça, ce sont mes mesures avec ma voiture. Mais j'ai un autre test qui a été effectué par un de mes abonnés, Bernard d'Angelzer. Il a une Peugeot Ion et réalise un trajet courant d'un peu moins de 50 km. Il l'a réalisé en prenant alternativement la route et l'autoroute pour comparer les deux trajets. Et voici ses résultats. Le trajet par l'autoroute prend moins de 40 minutes en roulant à 105 km/h et coûte 9,04 €. Le trajet par la route est un peu plus long de 11 minutes, mais ne coûte que 2,44 €. Voilà qui illustre bien le propos de certains. La tentation de prendre la route plutôt que l'autoroute est ici très grande. Peu de perte de temps, en tout cas une perte gérable, et un gain financier de plus de 70%. En tout cas, merci à Bernard de m'avoir envoyé ses conclusions et bonne route à toi avec ta Peugeot Ion. Voyons maintenant ce que cela peut donner sur un grand trajet que je connais bien aussi, de Marmoutier jusqu'au superchargeur Tesla de collégien. Pas question ici de faire des tests, ce serait bien trop long. Je vais donc prendre un bêta route planeur pour faire des simulations. Pour le trajet à 130 par l'autoroute, le temps de conduite est de 3h45, pour un temps de recharge de 35 minutes. Le trajet prend donc 4h20. En réduisant la vitesse à 110, le temps de conduite augmente à 4h19, tandis que les recharges sont plus réduites, avec 24 minutes d'arrêt. Au total, on perd 23 minutes sur 432 km. Enfin, en évitant l'autoroute à péage, on augmente encore le temps de trajet à 5h02, soit encore 19 minutes de plus qu'avec l'option précédente. On le voit bien ici, l'impact de la limitation à 110 est important en négatif, mais pas tant que cela en positif. Certes, on consomme un peu moins, mais pas au point de réduire les recharges de manière significative, ce qui fait penser que l'impact financier est faible, du moins en voiture électrique. En effet, en voiture thermique, le bilan énergétique et financier n'est largement pas le même, et une telle mesure, avec un parc majoritairement thermique, prendrait du coup du sens. En clair, plus il y a de voitures thermiques, plus cette mesure s'avère légitime pour le climat et pour les économies d'énergie. Donc si la transition énergétique prend trop de temps, il est probable que cette mesure soit mise en application. C'est un peu comme le 80 km/h sur route en fait. Si les conducteurs avaient respecté l'ancien 90 et que par là même le nombre de morts sur la route n'avait pas recommencé à augmenter, le gouvernement n'aurait pas eu de légitimité à appliquer cette mesure. Et on serait toujours à 90 comme avant. Par contre, pour ce qui est de la réelle utilité du 80 km/h, il y a eu énormément de controverses. Et à juste titre. Si cela a été une des mesures ayant causé la création du mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas pour rien. La mesure était largement impopulaire. Bon, pourtant, selon un sondage IFOP, il n'en est pas de même pour le 110 sur autoroute. 63% des sondés seraient même favorables, d'après les résultats de l'étude financée par l'association Agir pour l'environnement. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, voyons comment était posée la question. Comme dans le film H2G2, si 42 est la réponse, elle n'a pas de sens si on ne connaît pas la question. En l'occurrence, celle-ci était énoncée dans le sondage ainsi. Vous, personnellement, seriez-vous prêt à réduire votre vitesse sur autoroute à 110 km/h, spécifiquement dans le but de réaliser des économies de carburant? Elle serait pas complètement pétée, cette question. Plus orientée, tu meurs. N'oublions pas que ce sondage a été fait en pleine flambée du prix des carburants. Et même sans limitation officielle, le nombre de voitures roulant à 110 dans les portions à 130 avait sensiblement augmenté. Donc qu'une majorité réponde qu'ils sont prêts à réduire leur vitesse dans ce contexte est logique. Cela ne veut pourtant pas dire qu'une mesure de limitation de vitesse sur autoroute à 110 km/h est acceptée par une majorité des Français. Je suis même prêt à parier que c'est le contraire. Et moi, j'en pense quoi? Je vais vous donner mon avis du point de vue d'un électromobiliste, et donc avec des conséquences adaptées à la voiture électrique. Dans mon cas, la perte de temps implique pour moi une faible réduction des coûts. Et avec une Model S avec des superchargeurs gratuits, cette réduction est même quasi nulle. Seule l'usure des pneus est un peu moindre. Et c'est tout. En moto, je suis déjà à 110 sur les grands trajets, car à 130, son autonomie s'effondre. On l'avait mesuré.
Dans mon cas personnel, cette mesure n'a que des inconvénients et je suis donc plutôt contre. Mais je suis contre aussi si on prend en compte les gains que cette mesure peut apporter à toute la communauté. La vitesse tue, mais entre 110 et 130 km/h, les différences me semblent faibles, et avoir plus de temps pour réagir est compensé par une attention moindre et une fatigue augmentée. Donc l'argument sécurité ne tient pas à mon sens. Pour la réduction des émissions et des consommations, d'autres mesures seraient bien plus impactantes, mais, et c'est là que le bât blesse, demanderait un peu de réflexion et d'investissement. Réduire systématiquement la vitesse est peu cher, rapide et facile à expliquer au conducteur. En clair, là où c'était 130 max, tu roules qu'à 110. C'est simpliste et peut être appliqué de suite. Pour les politiques, c'est l'idéal. Mais pour le public, ça l'est moins. On ajoute une contrainte et on rend la vie des gens plus compliquée au quotidien. Mais finalement, ne pourrait-on pas faire l'inverse? On pourrait faire en sorte que ce soit les politiques et les experts qui se creusent les méninges pour simplifier la vie des usagers de la route. C'est pas mieux comme ça? Si on veut réduire drastiquement le coût et la pollution automobile sur autoroute, ce ne sont pas sur les tronçons en race campagne qu'il faut agir, mais bel et bien dans les nœuds urbains. Si on réduit les bouchons et le carburant consommé au ralenti ou à l'arrêt, il est probable que cela fasse plaisir à nos porte-monnaies et à nos emplois du temps, tout en réduisant la pollution. Le matin, les voitures s'empilent à l'entrée des villes, tandis que le soir, elles peinent à sortir de la nasse. Si une ville est traversée de part en part par une autoroute, il y a de fortes chances que les encombrements puissent être réduits par des moyens simples. Le meilleur moyen est la mise en place de limitations différentielles. Réduisez la vitesse des voies entrant en ville et augmentez celles qui en sortent. Donc un même tronçon pourrait être limité à 90 puis 70 en entrée d'agglomération, tandis que les voies sortantes seraient à 90 puis 110. Cela fluidifierait le trafic de façon conséquente. Ensuite, lorsqu'un contournement est mis en place, il est nécessaire d'y faire passer tout le transit possible. On interdit le transit des camions sur l'axe qui traverse l'agglomération et on incite les voitures à utiliser cet itinéraire, si elles ne se rendent pas en ville. Mais voilà, cela coûte de l'argent, et si l'État peut éviter de le dépenser, il fait appel aux gestionnaires d'autoroutes. C'est ainsi que le grand contournement ouest de Strasbourg a été gâché. La mise en place d'un péage hors de prix a entraîné deux mesures très discutables. L'installation d'une signalisation trompeuse faisant transiter par la section à péage même ceux qui veulent se rendre au centre de la ville, entraînant un déplacement des bouchons et 15 km de plus. C'est ridicule. Deuxièmement, la réduction drastique des vitesses sur l'autoroute historique a permis de leurrer les algorithmes des GPS, donc poussant forcément à utiliser la section à péage. Le profit des uns impacte donc le quotidien des autres. Bref, pour en finir avec cette mesure des 110 km/h sur autoroute, je pense sincèrement que c'est à la fois une erreur d'un point de vue du rapport avantage-inconvénient, mais aussi un mauvais signal à donner aux automobilistes. Une telle mesure fera monter impatience, stress et comportements dangereux, comme les non-respects des distances de sécurité qui se sont déjà multipliés sur les portions à 80 km/h. Si l'éducation, la prévention et l'implication des automobilistes dans les décisions qui les concernent devraient être une évidence, on en est encore à jouer au jeu de la carotte et du bâton. Et ça, je trouve que c'est bien dommage. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao!